Alors, Didier Boudivolo, c'est comme vous étiez en train de dire tout à l'heure que le Congo ne peut pas manquer d'argent. Là, c'est Jean-François Probst qui le dit, donc l'auteur du livre Chirac, mon ami de 30 ans. Exactement. Quand il le dit, c'est qu'ils savent que le Congo a beaucoup d'argent, le Congo ne peut pas manquer d'argent. D'ailleurs, il le dit. Et là, de manière un peu beaucoup plus claire que au lieu d'utiliser l'argent du pétrole pour le bonheur de la population, mais non, Sassou Nguesso utilise l'argent pour voilà satisfaire ses appétits, j'allais dire ses appétits égoïstes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-François Probst qui le dit. Quelqu'un qui connaît très bien Sassou Nguesso et qui est parmi ceux qui ont ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir par des armes. Moi, le travail que j'ai fait à l'époque, et je suis encore titulaire dans mon coffre de la note qui a été remise à Denis Sassou Nguesso avant qu'il parte de Paris pour l'organisation d'un processus démocratique et des élections. Donc Brazzaville, le Congo-Brazzaville, pour nous, c'est pas seulement le pétrole et de la richesse, de la forêt que les Malaisiens, les Chinois ont envie d'exploiter. C'est pas seulement le CFCO que les Coréens ou les Chinois pourraient eux aussi exploiter. Donc ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. Monsieur Probst, c'est le fidèle parmi les fidèles. Monsieur Probst, c'est le fidèle parmi les fidèles de Jacques Chirac jusqu'à la fin du pouvoir de Jacques Chirac. J'ai souvent suivi ces vidéos autour de la situation du Congo. C'est pour cela que au CRC, nous rassurons les Congolais. Denis Sassou Nguesso peut partir aujourd'hui. Ça sera difficile dans les premiers temps, mais au bout d'une année, 2 ans, nous aurons réglé beaucoup de problèmes qui feraient que les Congolais vont bien vivre. Aujourd'hui, ce qu'on n'arrive pas à payer, c'est une volonté manifeste de nuire parce que le pouvoir déteste sa population. On n'a jamais vu un cas similaire dans l'histoire politique des États où un pouvoir déteste sa population au point de laisser sa population crever de tout, pas d'école, pas de santé, pas de nourriture, pas d'infrastructure. Et entre-temps, ce sont donc les individus, c'est-à-dire qui sont au pouvoir, qui ont l'argent. Vous parliez de cette prise de tête entre Doukaga et Arlette Nono-Soudan. Mais, Monsieur Perrin, dans quel pays les comptes d'un ministère se retrouvent sur les comptes privés, personnels des ministres? C'est-à-dire que chez nous, chaque ministère devient une entreprise à la charge du ministre. Et les comptes sont sur ces comptes. Où est donc passé l'argent du Congo-Brazzaville? Voilà qui nous amène sur pratiquement le dernier volet, mais je crois que c'est l'avant-dernier. C'est la diplomatie congolaise qui souffre aujourd'hui. L'image du Congo est ternie. Sur 94, c'est ça, 94 diplomates rappelés entre 2022 et 2024, seuls 19 ont pu regagner le Congo-Brazzaville, a déclaré Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères, devant le Sénat, faute de moyens financiers. Le Congo n'a plus d'argent même pour rapatrier les familles de ces diplomates. Moi, je me dis, mais dans quel pays nous sommes? Monsieur Perrin, on parle de la vie des gens qu'on a envoyés à l'étranger représenter le Congo, qui ont fait leur boulot, et c'est le pouvoir qui décide de les rapatrier et le pouvoir décide de nommer d'autres. Mais par manque d'argent, ceux qui sont arrivés en fin de mission ne peuvent pas rentrer et ceux qu'on a nommés ne peuvent pas voyager. La diplomatie est déstructurée, là, il n'y a plus rien qui... Mais le ministre des Affaires étrangères, qui mieux peut nous donner l'information? Le ministre des Affaires étrangères vient de nous dire que dans ces pays-là, nous n'avons plus de diplomates. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit quand même qu'on n'arrive plus à payer les loyers. On n'arrive plus à payer les loyers, même au Cameroun. Et même les services, c'est-à-dire des entreprises qui sont chargées de ramener ces familles. Les entreprises. Donc, le Congo n'arrive pas à acheter des billets pour que ces diplomates rentrent ou voyagent. Mais pourquoi Sassou ne les prend pas dans son avion au lieu de mettre les membres de sa famille? Pourtant, officiellement, ces diplomates peuvent voyager dans l'avion de Sassou
au lieu de mettre les enfants de Bongo et autres. Et puis mieux encore, comment le ministre des Affaires étrangères peut nous expliquer que le ministère des Affaires étrangères n'a pas 1,7 milliard pour gérer tout ça et la fille de Dominique Okeba a pu donner 1,5 milliard à un copain. Et le fils de Ngolondele a fait un mariage qui a coûté 2 milliards. Et Sassou voyage dans des avions qui le louent à coût de milliards de francs CFA, avec un manteau qui coûte 65 milliards. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur RCT. Merci de suivre Droit de Savoir. Avec moi sur ce plateau, Didier Moueni-Volo, spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour Didier Moueni-Volo, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau R7. Bonjour, monsieur Christian Perrin, et puis tout le plaisir est pour moi et pour le CRC, mais je pense aussi pour les populations congolaises, en tout cas de partager ce moment de réflexion avec vous. Merci d'accepter ce décryptage de l'actualité congolaise avec nous. Au centre de cet échange, l'image du Congo-Brazzaville à l'extérieur, vilipendée pour ne pas dire terni par l'irresponsabilité du gouvernement congolais. Nous apprenons que le Congo-Brazzaville doit 1,7 milliard de francs CFA aux sociétés chargées de rapatrier les familles des diplomates congolais rappelés entre 2022 et 2024, mais aussi des loyers. Le Congo-Brazzaville n'aurait plus d'argent, assez de moyens pour subvenir au bon fonctionnement de la diplomatie congolaise. Mais commençons par la dégradation des conditions de vie des Congolais. Il y a une descente aux enfers qui ne dit pas son nom. Difficile à croire d'ailleurs pour un pays dit pétrolier comme le Congo-Brazzaville, troisième de son rang en Afrique subsaharienne, un pays très riche en ressources naturelles exploitées, le gaz, les minerais, le bois, pays avec une façade maritime, sans compter ses terres arables. Je vous propose de suivre un reportage. Ce reportage porte sur l'état de dégradation très avancé du réseau routier de Pointe-Noire, la ville même qui produit du pétrole, la ville économique du Congo, Pointe-Noire. Chantiers abandonnés, zéro route dans un état piteux, c'est l'état actuel du réseau routier de la ville économique congolaise qui fait grise mine à la grande désolation des populations confrontées aux embouteillages monstres. Cette situation donne du fil à retordre aux usagers de la route qui dénoncent la passivité des autorités municipales à cause du ralentissement des travaux engagés. La voie publique est devenue dans une situation vraiment très délabrée. Là, nous demandons vraiment le secours, l'intervention des autorités publiques, qu'ils puissent venir à aide, afin qu'ils puissent quand même faire quelque chose de bon concernant la population. Un citoyen interrogé ne croit pas à ses yeux en voyant la ville de Pointe-Noire, capitale économique, dans une telle situation qui n'honore pas ses habitants et les gouvernants. Même les touristes de passage sont surpris de ce triste décor. Je suis taximan. Les routes vraiment ne sont pas accessibles. Vraiment, c'est gaspillé tout le quartier normalement. Ce n'est pas seulement Mbota ou Nkwikou, non. Tous les quartiers. Pour circuler, ce n'est pas facile. Parce que tout ce qui cause les embouteillages, c'est les trous. Parce que c'est les routes qui sont gaspillées. Voilà pourquoi il y a trop de embouteillages, quoi. Vu l'état actuel des routes de la ville océane, l'implication des autorités compétentes est de mise car il y a des répercussions sur la vie sociale, notamment sur les transports en commun et taxis, dont les prix ne cessent de galoper et compliquent le quotidien des populations. Alors Didier Moueni-Volo, quelle analyse vous inspire ces images d'une ville pétrolière, les images
de l'état très, très dégradé, j'allais dire, du réseau routier de Pointe-Noire, la ville économique, la ville qui produit le pétrole congolais, donc qui participe à plus de 80% dans l'économie congolaise. Des images très récentes, donc tournées il y a à peine 24 heures, 48 heures par là. Mais vous savez, Monsieur Perrin, lorsqu'on regarde ces images, on a du mal à croire que nous sommes au Congo-Brazzaville si je reprends tout ce que vous avez dit dès les débuts. C'est-à-dire que le Congo est un pays pétrolier, le Congo produit du gaz, le Congo est très riche, il y a une façade maritime. J'invite les Congolais d'aller regarder dans le monde entier dans quel état se trouvent les villes dites côtières, c'est-à-dire des villes avec une façade maritime. Une ville avec une façade maritime est ouverte au monde. C'est une ville qui est en connexion avec le monde entier. C'est-à-dire que si on doit faire venir la fibre au Congo, lorsqu'on fait venir l'Internet au Congo, l'Internet passe par Pointe-Noire. Donc, la couverture Internet à Pointe-Noire doit être la meilleure au Congo-Brazzaville, non pas parce qu'il faut favoriser Pointe-Noire, non, mais c'est parce que Pointe-Noire a une façade maritime et les câbles sous-marins passent par les mers et les océans. Donc, et puis, lorsque vous avez un port maritime, un port sur l'Atlantique, un port maritime, ça suppose que vous pouvez faire du commerce avec le monde entier, puisque les bateaux, ce qu'on appelle les super tankers, eh ben, ce ne sont pas dans les fleuves, ce sont dans les mers et dans les océans. Et d'ailleurs, si vous lisez la géopolitique et la géostratégie mondiale, je ne parle pas africaine ou européenne, mais je dis bien mondiale, que les nations recherchent un accès à la mer. Et le Congo a été considéré pendant longtemps, et d'ailleurs le CRC... Comme un pays de transit en plus, oui. Comme un pays de transit, parce que nous avons cette façade maritime qui nous permettait de servir d'exportation et d'importation pour des pays comme la Centrafrique et le Tchad, pour ne citer que ces deux pays-là. Donc, la situation de la ville de Pointe-Noire est une situation inexplicable, ou sinon expliquée sur le simple fait que le pouvoir fait exprès d'affamer, d'appauvrir cette ville. Cette ville produit tellement de richesses pour que cette ville soit la vitrine du Congo. Dans tous les pays, la capitale n'est pas la capitale politique, j'entends bien, n'est pas forcément la vitrine. Je prends un pays où Sassou a été anobli, où il a eu un titre traditionnel comme la Côte d'Ivoire. Allez dans tous les aéroports du monde, je dis bien du monde, États-Unis, Europe, Afrique, vous verrez que principalement les vols sont sur Abidjan, la capitale économique, et non pas sur Yamoussoukro, qui est la capitale politique. Et d'ailleurs, c'est quand même curieux que le gouvernement habite plutôt Abidjan et non pas Yamoussoukro. Donc, vous avez comme ça dans tous les pays des villes, des localités qui, par leur situation géographique, ne peuvent pas connaître la misère, mais en tout cas pas comme on la connaît à Pointe-Noire. En plus du pétrole et du gaz et toutes les richesses qu'on peut trouver à Pointe-Noire, nous avons aussi la façade maritime. Et moi, j'aimerais bien, et là, je lance encore un appel au gouvernement de Colline Makosso, moi, je veux bien qu'on puisse débattre entre Congolais. Qu'est-ce qui justifie la misère de Pointe-Noire? L'état de route. Vous avez des pays qui sont très bien goudronnés en Europe, qui importent le pétrole congolais, mais le Congo, d'où vient le pétrole, n'a pas de goudron. Vous avez des pays qui ne sont pas des grands producteurs de pétrole, comme la France et l'Allemagne, mais où vous avez toujours le carburant dans les stations-service. Mais au Congo-Brazzaville, les gens font 3 mois sans carburant. Vous avez un pays qui est très arrosé sur le plan hydrographique, en eau douce. On est très bien arrosé, mais on manque d'eau potable. Donc, à un moment donné, il appartient à la raffinerie de pétrole, il appartient à la mairie de Pointe-Noire. Moi, je voyais encore ces salariés de la mairie de Pointe-Noire qui chantaient 2 ans Oyo, à salier le côté, 2 ans Oyo, Moyibina Moyibi. Évidemment. Mais il faut que la mairie s'explique. Qu'est-ce qui justifie cette misère?
Évidemment. On parlait donc de l'état de dégradation, la dégradation des voies, disons, du réseau routier de Pointe-Noire. Et là, vous avez donc évoqué un autre point, c'est un peu le non-paiement, évidemment. Des salaires, c'est des dizaines, des mois d'arriérés de salaire non payés. Et les agents ont commencé, en fait, ont manifesté. Je crois qu'ils sont encore en grève. Alors, on nous dirait peut-être que c'est un morceau choisi, mais je préfère proposer un autre reportage. Cette fois-ci, c'est à Brazzaville. Toujours sur l'état de dégradation très avancé du réseau routier du Congo-Brazzaville. Regardez ce reportage et on revient sur le plateau. Nous sommes sur la deuxième sortie nord de Brazzaville, au quartier Ngamakoso dans le 6e arrondissement Talangaï. Entre le dépôt Faki et l'arrêt église, la circulation automobile est rendue difficile par le sable qui a envahi la chaussée. Les automobilistes peinent à traverser la zone. Lorsqu'il pleut, la route elle est vraiment bizarre. On ne peut même pas marcher, on ne peut même pas traverser. Il y a même les voitures qui s'arrêtent. Donc on paye les bus double. Les bus ne peuvent pas traverser. On s'arrête juste à l'arrêt église là. On doit encore marcher pour aller prendre le bus au marché Ngamakoso. Maintenant, imaginez si c'est seulement 150 pour aller à l'autre la Mikalou. Donc tu dois encore marcher de ici jusqu'à là-bas pour prendre le bus. L'autre jour là, je suis rentrée très tard. J'ai quitté petite chose à 19h, je suis revenue à la maison ici à 20h parce qu'il n'y avait pas de bus. La population est pénalisée. On n'a pas moyen de déplacer. Pour arriver à Mampassi, il faut avoir 3 bus. Mais si ce n'est pas possible, je ne sais pas si on est au Congo ou on est nulle part. C'est un quartier négligé par l'État congolais. L'espoir des populations de Ngamakoso repose sur l'intervention des pouvoirs publics. L'État n'a jamais arrivé ici. Là. Moi, que les Libanais, on met souvent les Libanais, les Syriens, on met souvent leurs engins ici. Là. S'il y a l'un des gros camions des Chinois. Sinon, l'État ne vient jamais nous porter d'ici. Là. Bien voilà, Didier Boudi-Volo, à Pointe-Noire comme à Brazzaville, l'état de route où le réseau routier est totalement délabré, à en croire Anatole Collier-Bakosso. Pour Pointe-Noire, le cas de Pointe-Noire, on nous a parlé d'une municipalisation additionnelle, mais Brazzaville a connu 3 municipalisations accélérées successives. Et cela a coûté des milliers de milliards de francs CFA. Pendant 3 ans successifs, Brazzaville a bénéficié de la municipalisation actuelle. Et on en parle souvent, on a dépensé de l'argent pour construire nos villes, pour doter nos villes des infrastructures. Et là, voici ce que ça donne, par exemple, pour Brazzaville. Quel commentaire en fait? Mais là encore, comme pour Pointe-Noire, vous avez souvent ce pouvoir qui fait des effets d'annonce, qui dit que nous allons faire telle chose, qui dit même avoir débloqué de l'argent. Attention, Monsieur Perrin, donc, il faut suivre la rhétorique du pouvoir. Ils ne vous disent pas qu'il manque l'argent. Ils n'ont jamais dit qu'il manquait l'argent. Mon dernier passage sur votre chaîne, sur R7, vous rappeliez que on avait débloqué de quoi construire 4000 forages, oui. 4000 forages. Donc, l'argent a été débloqué. À aucun moment, le président de la République qui en parle n'a dit qu'il manquait de l'argent. Il manquait l'équivalent de 2000 forages. Il explique bien que l'argent a été décaissé. Mais on n'a fait que 50%. Et 50% qui ne sont plus opérationnels parce que tombés en ruine. Et donc, oui, parce que l'argent de 50% autres non. Mais c'est ça. Donc, avec ce que vous êtes en train de dire, on revient dans la même rhétorique où on décaisse de l'argent, les ouvrages ne sont pas réalisés, mais on ne demande pas non plus les comptes à ceux à qui on a remis l'argent. Mais il y a un épisode que les Congolais ont vu passer très vite et on a laissé tomber. Mais ça mérite qu'on revienne là-dessus puisqu'on parle des infrastructures. Monsieur le ministre Bouya, question d'un député du PCT à l'Assemblée, il a pris l'équivalent de 133 km de route. L'argent a été décaissé. C'était un député du PCT qui pose la question. Ibovi qui lui posait d'ailleurs la question de savoir mais comment regardez la tête. L'argent et pour une route il n'existe pas une route imaginée. Mais alors,
Ça et d'ailleurs, pardon, Didier Mouenivolo, avant d'évoluer, je vais proposer donc cet extrait à nos téléspectateurs, le député Ibovi qui s'adresse évidemment à Jean-Jacques Bouya. Suivez. Je voulais vous entendre, monsieur le ministre, quand vous avez parlé du contrat sur l'entreprise de tonnage. Non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour l'aménagement des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas. Mais d'ici, vous, voilà, alors Jean-Jacques Bouya a reçu de l'argent pour une route probablement de 130 et quelques kilomètres, et on imagine un peu le coût, c'est beaucoup d'argent. C'est près de 137 milliards de francs CFA. Pour vous donner une équivalence, les routes, en réalité, les entreprises qui construisent les routes comme Bouygues, comme Vinci, pour citer des entreprises françaises, mais vous pouvez interroger les entreprises chinoises ou brésiliennes, c'est facturé au kilomètre. En France, on est autour de 2 millions d'euros par kilomètre. C'est pour cela que les routes restent le monopole des États. Sinon, dans le cadre du partenariat privé-public, le privé finance, mais il y a des accords d'utilisation sur X temps. Mais sinon, ça coûte tellement cher. Et de toute façon, tout ce qui coûte très cher relève très souvent du monopole de l'État parce que l'État n'est pas censé tomber en faillite. C'est ce qui fait que même quand les banques privées connaissent des crises, pour protéger pas que la banque, mais parce que la banque finance l'économie réelle, donc finance les entreprises, pour protéger les banques, les États sont obligés de les nationaliser. L'exemple le plus remarquant, pendant la crise des subprimes, c'est lorsque JP Morgan, je crois, est nationalisé. C'est lorsque les banques en Angleterre, l'Angleterre qui est le temple du capitalisme européen, le gouvernement se met à nationaliser les banques et les entreprises, mais c'est pour les protéger. Donc, c'est facturé par kilomètre. 2 millions à peu près d'euros par kilomètre. Donc, si vous multipliez par 133 kilomètres, faites le calcul. Et il faut ajouter à cette somme, M. Perrin, les délais de non-livraison de l'ouvrage. Parce que très souvent, il y a des incidents qui font que, au lieu de livrer au mois de janvier, on va livrer au mois de février si on est très efficace, voire mars, avril, voire une année après. Et tout ça, du fait que le retard fait perdre à l'utilisateur le bénéfice de l'utilisation de son ouvrage, eh ben, il y a des spécialistes qui peuvent chiffrer et dire, au lieu de nous donner donc 150 millions, je donne un chiffre comme ça, eh ben, vous allez nous donner 160, 170 millions. Oui, mais donc, dans le cas du Congo, pardon Didier, la route n'a jamais été livrée et donc ça fait quand même des années. Mais curieusement, Jean-Jacques Bouya n'a jamais été interpellé. Jean-Jacques Bouya n'a jamais été interpellé. Il n'a jamais répondu à la question du député. Hein. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu sa réponse. Mais le pire, c'est que Jean-Jacques Bouya continue à rester au gouvernement et ses fanatiques viennent vous parler de lui comme un modèle. Oui, de la fraude, de la triche, du vol, de la calomnie, mais pas un modèle pour construire les routes du Congo. Où sont-elles, ces routes-là? Et d'ailleurs, pendant qu'on parle de Jean-Jacques Bouya, l'anniversaire de 20 ans des grands travaux. Pourquoi? Voilà, pendant qu'on parle de Jean-Jacques Bouya, c'est le cas de rappeler qu'il est parmi ces 6 dignitaires qui ont planqué près de 5 500 milliards. Je dis bien 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux de l'argent détourner les caisses de l'État congolais. Et donc, nous étions en train de parler de l'état de route ou le réseau routier, bien sûr, de Brazzaville, qui pourtant a bénéficié de 3 ans de municipalisation accélérée, donc à coût des milliers de milliards. Et là, on constate évidemment que finalement, rien n'a été fait. Et tout cet argent a été volé. L'argent a été volé. Il faut savoir qu'au Congo, on n'a pas besoin de faire des grandes écoles pour comprendre ce qui se passe. Avec les prises récentes de parole du président lui-même, du Premier ministre et de tous les autres ministres et même des responsables au niveau du Trésor public, puisqu'on nous parle maintenant si c'est de compte unique au Trésor et autres, comme si le Congo a été créé aujourd'hui, alors que le Congo existe depuis le Trésor public existe depuis 1960. Vous voyez, donc c'est du bas niveau ce que nous disent les hommes politiques au Congo. Donc, tout ce qu'ils nous racontent nous ramène à une conclusion simple. C'est que toutes les administrations
et toutes les entreprises qui existent au Congo ont été tellement perverties, hein, c'est de la perversion dans le sens clinique du terme, pour servir de vache à lait aux dirigeants, aux hommes politiques et aux dirigeants du pouvoir et du PCT. Parce que sinon, je n'ai pas trouvé cette théorie, M. Perrin. Cette théorie qui explique que l'argent existe, un projet, même s'il est médiocre, mais le projet, aussi médiocre soit-il, dès lors que vous avez des sous pour le réaliser, tel que la construction de routes et des infrastructures, le projet doit se réaliser. Et la seule théorie que j'ai trouvée qui justifie cela, c'est la corruption, c'est le vol et c'est le gangstérisme. D'où ma conclusion, une fois de plus, que le Congo n'est pas dirigé par une dictature, le Congo est dirigé par une bande de mafia, de gangsters qui font ce qu'ils veulent. Parce que même dans une dictature, même dans des pays avec un monopartisme, la Chine mène une bataille féroce contre ce genre de comportement. Que les Occidentaux soient contents ou pas, mais on apprend en Chine que les gens sont arrêtés. Le Vietnam, où le Parti communiste est au pouvoir, le Vietnam mène une lutte à la vie, à la mort, contre la corruption. On le sait très bien. La corruption politique, c'est la première cause de la débâcle d'un État. Les États comme on appelle, même en Europe, rappelez-vous, lorsqu'il y a eu la crise en Europe, des pays touchés comme la Grèce, l'Allemagne a refusé de payer la crise grecque, et d'où le qualificatif qu'on a donné à Angela Merkel, que Angela Merkel est un coffre-fort. On a parlé comme ça des pays qui ont refusé de payer, comme l'Allemagne, comme la Hollande, et on les traite en Europe des pays coffre-forts. Donc, ils ne libèrent pas. Mais qu'est-ce que ces pays-là ont reproché aux Grecs? C'est leur système de corruption. L'Allemagne a demandé à la Grèce de traiter sa question de la fiscalité des entreprises et la fiscalité des personnes, puisque l'Allemagne reproche à la Grèce une faible fiscalité. Rappelons au passage que l'argent qu'on nous demande de donner, c'est l'argent des Allemands, c'est-à-dire prélevé sur la fiscalité et des populations allemandes et des entreprises allemandes. Et donc, des pays en Europe qui sont sortis de la crise, sachez-le, M. Perrin, parce qu'un gros travail a été fait sur la corruption et régler la fiscalité, sécuriser les finances publiques. C'est ce qu'au CRC, nous sommes en train de démontrer. Et regardez le débat aujourd'hui autour des finances publiques. Il y a panique à bord. Pendant que vous parlez de ce débat, évidemment, est-ce que, tout à l'heure, on a parlé des détournements des deniers publics, de tout l'argent qu'on a affecté pour la construction, évidemment, des infrastructures routières, par exemple, ou de la municipalisation. Est-ce que ce n'est pas le fait, évidemment, qu'ils ont transféré, j'allais dire, la trésorerie de l'argent public vers la banque postale? Et là, on va se poser quand même la question, qui a pris donc cette décision et pourquoi est-ce que l'argent public du Congo est désormais gardé au niveau de la banque postale, lorsqu'on sait que, tout le monde le sait, je ne suis pas économiste, je ne suis pas financier, mais il y a la directive que rappelaient d'ailleurs les agents du Trésor, la directive 01/11, UEAC 190 CM22 relative aux lois des finances, qui exige que tout l'argent public soit gardé au trésor public. Comment le Congo est arrivé à déplacer ou disons à se détourner de cette directive? Est-ce que ce n'était pas là déjà un début ou bien une intention manifeste évidemment de dilapider tout l'argent? Mais déjà, je trouve qu'il y a un gros problème dans notre pays. C'est-à-dire que il manque dans la presse congolaise, parce que si nous voulons nous en sortir, il manque quand même la présence des spécialistes. Au Congo, normalement, il nous faut des responsables du Trésor public, des responsables du ministère du Budget, des responsables de la banque postale congolaise, des responsables politiques autour de la table, et puis discuter qu'est-ce qui s'est passé. Nous sommes quand même un pays où les gens souffrent. Ils sont prêts à le faire, je ne pense pas. Nous avons quand même un journaliste spécialiste en la matière. C'est Alphonse Dongo qui souvent nous fait ou nous partage ses articles, très bien d'ailleurs rédigés, sur l'économie. Mais est-ce que les économistes, les spécialistes bien sûr en la matière au Congo sont prêts à en parler en public? Alors, écoutez-moi, M. Perrin.
faisons ce que nous voulons. Soit on est dans le mailloto et donc le Congo va disparaître. Moi, je ne suis pas dans une théorie catastrophiste. Je vous parle des analyses telles que ça existe. Les empires disparaissent. Les civilisations disparaissent. Je ne suis pas en train de vous raconter une fable. Soit on fait le mailloto et nous allons disparaître, soit nous sommes sérieux. Mais le sérieux, c'est avec qui? Mais avec ceux qui ont étudié la science moderne. Je ne veux pas ici engager un conflit tradition-modernisme. De toute façon, tous les pays du monde, nous sommes embarqués dans ce navire-là. Vous avez vous-même vu. Pourquoi ce problème sort? Mais parce que même le pouvoir PCT, même Sassou lui-même, ils se rendent compte qu'ils sont bloqués, ils ont fait une vraie bêtise. Qu'est-ce qu'une banque postale? Mais regardez partout dans le monde, là, quelles sont les fonctions d'une banque postale et quelles sont les fonctions d'un trésor public? Qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites qu'au Congo, on fait le choix de transférer à la banque postale les compétences d'un trésor public. Et vous voulez que ça marche. Mais c'est comme si un malade qu'il faut opérer, eh ben, on choisit de faire l'opération dans une salle de classe ou encore dans un supermarché. Si on veut faire une opération chirurgicale qui réussisse, mais il faut qu'on soit dans un bloc opératoire avec tout le plateau technique nécessaire. Donc, il faut qu'au Congo, nous apprenions à être sérieux. Une infirmière, malgré ses compétences de 30 ans, 40 ans, ne pourra jamais remplacer un chirurgien. Elle est infirmière. Les Congolais disent... Didier Mouini-Volo, de vous arrêter comme ça. Tout à l'heure, vous avez parlé de la compétence, c'est-à-dire avoir des compétences sur la matière, c'est-à-dire l'économie, les finances et autres, la monnaie. Mais je pense que le Congo a ses compétences. Ce ne sont pas des compétences qui manquent. Et c'est là que je voudrais vous poser la question de savoir si ce n'est pas une volonté politique, une volonté manifeste, bien entendu, de détruire, de ruiner le Congo-Brazzaville. Parce que dernièrement, vous avez suivi Denis Sassou Nguesso dans son message à la nation, où il a évidemment ordonné en sorte qu'on ramène tout ce qui est finances publiques au Trésor. Et je crois que le ministre de l'économie ou des finances, je ne sais pas si c'est lui, a pris déjà l'initiative de ramener évidemment toute cette trésorerie au Trésor public, tout cet argent au Trésor public. Il a été question de la conciliation des écritures entre le GUP et le Trésor. Et là aussi, nous dirons que les équipes travaillent depuis quelques mois dans le cadre de la mise en place du compte unique du Trésor. Et les équipes ont dû accélérer le travail parce que on se souvient que le 28 novembre 2024, devant le Parlement réuni en Congrès, le président avait fait une injonction pour demander au gouvernement qu'à compter du 1er janvier, que tous les paiements se fassent à travers le Trésor public. Et donc ce travail est fait, peut-être que ne tiendrons-nous pas les délais du 1er janvier, parce que c'est un travail immense, mais nous pensons pouvoir le faire courant janvier pour respecter l'engagement ou l'injonction que le président de la République a bien voulu nous faire. Et hop, voilà, comme par surprise, on voit, je crois que la note circule encore sur les réseaux sociaux, c'est le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso qui s'oppose, qui pense qu'il faut continuer à gérer l'argent public au niveau de la banque postale. Je vous propose d'ailleurs de suivre une communication, en fait, c'est un message, je ne sais pas si c'est une déclaration, mais une sorte d'indignation, en fait, des agents du Trésor qui en parlent. Suivez. Notre position au niveau du syndicat du Trésor est claire. Le Congo est signataire des traités internationaux, notamment au niveau de la CEMAC. Et la directive CEMAC 01/11 dit clairement que les recettes publiques doivent revenir au Trésor public. Les différentes lois, notamment la loi organique, donnent ce privilège au Trésor public. Je crois que dans mon interview avec le journaliste Alphonse Ndongo, j'avais décrit cette arnaque de la Banque postale du Congo qui servait en réalité aux écuries d'Ogia
qui ponctionnaient et qui ponctionnent les recettes publiques à leur détriment. Le président de la République, dans son adresse sur l'état de la nation le 28 novembre dernier, l'a rappelé et il a demandé à ce que le compte unique du Trésor soit opérationnel en janvier 2025. D'ailleurs, le ministre des Finances l'a rappelé en écrivant à la direction générale de la Banque postale pour résilier ce contrat qui est en réalité un contrat qui sert les intérêts des uns des autres. Et que voici cet après-midi que nous lisons sur les réseaux sociaux que le Premier ministre a décidé de retoquer la correspondance de son ministre des Finances. En tout cas, au niveau du Trésor public, la base est mobilisée pour dénoncer ce fait et que chacun répondra de toutes les conséquences qui en découleront. Parce que nous n'accepterons jamais, plus jamais, que les prérogatives du Trésor public soient transférées au profit d'une banque, même si cette banque est une banque à capitaux publics. Voilà, nous devons rester tout simplement dans le strict respect de la loi. Nous sommes un syndicat, il y a plus de 2000 adhérents, la base est mobilisée et le lundi, pour nous, ce sera l'occasion de lancer un message fort à tous les décideurs que la loi doit être respectée. Le président de la République, il est le garant de la Constitution, il est le garant des traités internationaux. Et que personne, même si c'est le Premier ministre, personne ne peut manquer de respect aux instructions du chef de l'État. Et j'ai bien l'impression que les gens ont des agendas cachés parce qu'on ne peut pas accepter que le président de la République fasse une déclaration solennelle et que quelques jours après, ses ministres son Premier ministre décide d'aller à l'encontre de cette instruction présidentielle. Ça, nous n'allons pas accepter cet état de fait. Merci. Didier Mwendivolo, voilà, dans un même gouvernement, on a voilà cette opposition des ministres qui ne se comprennent pas, alors qu'ils ont, en réalité, les ministres devaient avoir le même objectif, la même vision. Et là, on se rend compte que c'est comme une bataille, une guerre des écuries au sein du gouvernement, qui fait quoi, qui protège quoi concrètement. On ne comprend plus ce qui se passe. Et là, on comprend très bien, voilà pourquoi je vous posais la question, si ce n'est pas une volonté politique de ruiner le Congo, de détruire le Congo, mais en tout cas de dépecer le Congo. Alors, il faut savoir que lorsque le président de la République demande que tout ce qui est finances publiques soit traité au niveau du Trésor, soit ramené au Trésor public parce que ça a été mis à la banque postale, alors moi je pense que tous ceux qui sont comme moi, en tout cas qui s'intéressent à l'économie, à la finance, aux sciences politiques, je pense que la première des choses, c'est qu'ils étaient étonnés d'entendre ça du président de la République. Lorsque le président de la République transfère, parce que s'il demande que ça revienne, ça suppose que ça a été transféré du Trésor. Revenir veut dire aller d'où vous êtes venu. Donc, s'il dit qu'il faut rapatrier ça au Trésor public, ça suppose que c'était au Trésor public, mais qu'on a transféré à la banque postale. Maintenant, il faut rapatrier, ramener au Trésor. Déjà, qui a pris cette décision et pourquoi? Et dans le pourquoi, pendant que vous allez continuer, Didier Mwendivolo, je pense que c'est là où Denis Sassou Nguesso d'ailleurs rappelle que pour les bourses des étudiants, il était question de débloquer normalement 3 milliards par là. Mais curieusement, on demandait 9 milliards. Et donc 6 milliards comme ça chaque année. Et dans le même fil d'idées, il évoque que dans certaines administrations financières, ils ont constaté, évidemment, c'était devenu une habitude, c'est-à-dire on établissait des lignes budgétaires qui étaient en fait beaucoup plus, supérieures ou beaucoup plus costauds que l'argent nécessaire pour réaliser quelque chose ou bien pour le paiement, je ne sais pas, les salaires ou etc. Je vous propose donc de suivre cet extrait et on revient sur le plateau. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater
que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an, au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Enfin, les contrôles organisés dans la fonction publique permettent souvent de débusquer de nombreux faussaires et autres agents fictifs. Alors, Didier Boudi-Volo, est-ce que ce n'est pas pour avoir, peut-être pas constaté, c'est lui-même le chef de gang, de toute façon, tout le monde le sait, mais dans tous les cas, ses conseillers lui ont probablement dit que là, c'en est trop. Il y a maintenant trop de vol, il y a trop d'argent qui sort, il faut faire quelque chose. Est-ce que ce n'est pas conscient de ces détournements, de ce vol d'argent public, que finalement il a ordonné de ramener les finances publiques au Trésor? Et comment expliquer que le Premier ministre s'oppose à cette décision? J'aime bien parler des causes, c'est-à-dire à l'origine, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a donné à la Banque postale les compétences d'un trésor public? Pourquoi on va donner à une école primaire les compétences d'un lycée? C'est-à-dire que transférer à la Banque postale les compétences de la gestion, parce que le trésor public, c'est la gestion de la comptabilité de la finance publique. Transférer cela à la Banque postale, c'est comme si on prenait des professeurs de lycée et on leur demandait d'enseigner leur programme de lycée dans une école primaire. C'est exactement ça. Mais comment voulez-vous que les élèves de l'école primaire puissent assimiler correctement le programme de lycée et l'appliquer? Donc, on a demandé à la Banque postale de faire des opérations qui relèvent des opérations financières, fiscales, les taxes et tout, qui relèvent du Trésor. Et évidemment, la Banque postale n'est même pas outillée. Je ne parle pas de la Banque postale congolaise, M. Perrin. Je vous parle des banques postales dans le monde entier. Les Congolais qui vivent aux États-Unis, en Chine, en France, en Allemagne, qu'ils aillent demander, est-ce qu'on peut transférer les compétences du Trésor à la Banque postale? Si vous les transférez, il faut donc transférer tout l'appareil administratif du Trésor public. D'où, dans notre banque postale, les gens ont eu de l'argent dont ils ne savaient pas quoi faire parce que ces gens-là ne gèrent pas la loi de finances déjà. La banque postale, ce n'est pas son problème de gérer la loi de finances, de l'appliquer comme l'appliquerait le Trésor public. Ce qui fait que 3 Camerounais ont trouvé 3 milliards dont ils ne savaient quoi faire, ils sont partis avec au Cameroun. Mais vous voyez la folie suite de cette affaire jusqu'à aujourd'hui, c'est resté... mais c'est resté parce que là où, quand vous me dites pourquoi le Premier ministre s'oppose, mais le Premier ministre s'oppose à quoi? Le Premier ministre s'oppose à une recommandation du président. Mais le président de la République fait preuve de médiocrité. Pourquoi je le dis? Denis Sassou Nguesso fait preuve de médiocrité. Lorsque le président de la République, dans tous les pays du monde, a prononcé son discours, ça reste le discours du président. Maintenant, il faut matérialiser ce discours par les lois. Les lois votées par le Parlement, promulguées par le président, on prend les décrets d'application, là, on fait le... Jusque-là, ce qui se passe, en fait, Sassou Nguesso, Pauline Makosso et tous les ministres, ils prennent des Congolais pour des idiots. En fait, ils tournent tout le monde en dérision. Ah oui, oui, il faut tourner en dérision. Parce ils vous font croire que, bon, on a pris conscience, on veut régler un certain nombre de choses, alors que c'est un système. Sassou le sait, et il dit, c'est lui qui dit à Pauline, allez, maintenant tu vas dire ceci, pour que les choses ne se fassent pas. Lorsque le président français, américain, chinois dit désormais, je veux que tous les élèves ou tous les étudiants puissent avoir un ordinateur,
Mais ça ne veut pas dire que demain matin, on donne. Il a dit quelque chose. Eh bien, pour que ça se matérialise, il faut que le ministère de l'Éducation nationale, en lien avec le ministère des Finances, puisse donc pondre des projets de loi qui seront étudiés à l'Assemblée, au Parlement et votés. Et donc, nous avons une loi qui justifie le fait qu'on puisse sortir de l'argent public pour acheter des ordinateurs aux étudiants. Mais le fait seulement de dire que je demande que ça reparte, ça suppose qu'il faut revoir tout l'appareil législatif. Comment d'abord, à partir de quelle loi le transfert a été fait? Parce qu'il faut une loi finance qui explique que désormais, c'est la banque postale qui n'a pas ces compétences-là déjà. Hein. Il faut savoir que la banque postale est un établissement public dont les activités, entre autres, c'est surtout financer les ménages les plus pauvres. Rarement, même aux États-Unis, vous ne verrez pas une production pétrolière financée par la banque postale. La banque postale est un système financier mis à la disposition des ménages de la classe moyenne. Et donc, les projets tournent autour de ça. Et c'est un appareil public. Mais la banque postale, on a même détourné la mission de la banque postale. Et on a perverti notre banque postale et c'est devenu la vache à lait des gens qui sont au pouvoir. Parce que le trésor public a des compétences telles que si tout se passe au trésor, tout de suite les gens sauront. Et donc, ils transfèrent à la banque postale parce qu'ils savent qu'à la banque postale, il n'y a pas ces compétences-là. Donc, ils vont facilement voler. Et mieux. Et ce qui fait que d'ailleurs, oui, allez-y, je vous en prie. Et mieux, ils mettent des étrangers pour manipuler. Aujourd'hui, tout est informatisé. Et le système informatique est manipulé par les étrangers. Ils disent que ces Camerounais sont partis avec 3 milliards. Prouvez-le. Est-ce que c'est ce qui fait également, parce qu'en fait, ils ont choisi la banque postale, parce que là-bas, au moins, chaque ministre a son compte, et qu'il gère son compte, voilà, de manière privée, personne ne saura combien ce qu'il a sorti, combien est entré, parce que vous avez dit tout à l'heure au trésor, dès que vous faites un mouvement, tout le monde sait ce que vous êtes en train de faire avec, voilà, de l'argent public, et d'ailleurs, ça nous rappelle ici la passation de service, hein, qu'il n'avait pas d'ailleurs. Un jour, juste après la passation de service entre Soudan Nono et Hermela Doukaga, je ne sais pas, ça vous rappelle cette petite histoire? Ah oui, finalement, la prise de bec entre Doukaga et Arlette Nono Soudan. Oui, je me souviens. Voilà, Arlette Nono qui était partie avec le compte du ministère. Et ça ne s'était pas arrêté là. Elle avait évidemment vidé aussi tout le cabinet, les véhicules de fonction. Je vous propose de suivre donc ce reportage et on revient sur le plateau pour le commentaire. Suivez. L'ambiance dans les coulisses du gouvernement semble être délétère. 2 ministres se tirent dans les pattes. Destinée Hermela Doukaga, ministre du Tourisme et des Loisirs, décoche une flèche à l'encontre de sa collègue Arlette Soudan Nono, sa prédécesseur, désormais ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo. Quelques semaines seulement après leur prise de fonction, les relations entre les 2 ministres sont devenues exécrables. Destinée Hermela Doukaga décide donc d'en découdre. Elle a préféré tout déverser dans un courrier qu'elle adresse au Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koloné-Makosso. Un courrier en réalité confidentiel, mais qui s'est retrouvé malheureusement sur la place publique. Le courrier est quand même un brin excessif. La nouvelle ministre du Tourisme et des Loisirs démontre clairement que sa collègue l'empêcherait de travailler. Elle indique l'opacité dans les dossiers financiers du parc automobile et la volonté d'Arlette Soudan Nono de bloquer les comptes bancaires du ministère du Tourisme et des Loisirs, domicilié, semble-t-il, à la Banque postale du Congo. L'affaire fait grande polémique sur les réseaux sociaux. Les langues se délient et les commérages vont bon train. Dans l'un des grands forums WhatsApp du pays, l'avenir du Congo, les jeunes se délectent. Chacun va de son commentaire. La frustration et la déception ont atteint des proportions inquiétantes et du désespoir. Voir ces hautes autorités de la République se livrer publiquement à cette joute honteuse liée au bien matériel. La République est traînée dans la boue, lancent certains jeunes internautes. Ces passes d'armes interposées à travers les réseaux sociaux laissent à désirer. Arlette Soudan Nono, quant à elle, évite un affrontement direct. Elle ne parle pas ouvertement du sujet, mais elle attise quand même la polémique. Au lendemain du déclenchement de cette polémique, la ministre de l'Environnement va écrire sur sa page Facebook, je cite, « Je préfère être impopulaire qu'irresponsable », point de citation,
Une citation de Raymond Barre. Est-ce une réponse du berger à la bergère? En tout cas, l'ancienne journaliste Arlette Soudan-Nono est dans un style imagé, codé. Dans le courrier de la ministre du Tourisme et des Loisirs, elle appelle le Premier ministre à l'arbitrage. Anatole Kolene-Makosso doit donc mettre de côté les dossiers urgents et prioritaires pour résoudre les querelles de bas niveau, alors que ce dernier est attendu par les parlementaires pour la présentation de sa politique générale. Alors, Didier Mounivolo, la Banque Postale, puisqu'on a transféré les compétences du Trésor public à la Banque Postale, et là, on constate que, évidemment, c'est une histoire qui date tout de même, mais on comprend comment fonctionne le système PCT, c'est le cas de le dire, sinon le régime Denis Sassou Nguesso, les ministres qui ont fait, évidemment, des ministères leur propriété privée. Et ça se passe au Congo-Brazzaville. Après, on s'étonne qu'il n'y a plus d'argent pour payer les salaires. Alors, nous, au CRC, on a toujours maintenu l'argumentaire suivant. Le Congo a l'argent. Donc, inutile de faire croire aux gens qu'il n'y a pas d'argent pour payer les salaires. Donc, le CRC ne croit pas qu'il y a eu une crise financière, économique au Congo. Non. La crise financière au Congo, ça n'a jamais existé. Je vous donne un exemple très simple. Regardez, hein, les images existent sur la toile. Et c'est lui-même qui le dit. Loïc Le Floch Prigent, grand ami de Sassou. Il dit quoi? Pour empêcher Pascal Lissouba de payer les salaires et de le mettre en difficulté, nous avons refusé de lui verser les redevances pétrolières. Point. C'est Loïc Le Floch Prigent qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Et pendant la transition déjà, Elf, à l'époque, Elf refuse de verser à Milongo l'argent du pétrole, les redevances pétrolières. Donc, chez nous, au Congo, dès lors que rien que le pétrole et les redevances sont versées, vous ne pouvez pas manquer de l'argent pour réaliser vos projets. C'est Total Elf qui le disent. Elf dit, tout ce que nous donnons au Congo, nous ne comprenons pas pourquoi ce pays est dans la misère. Il y a eu une émission Capitale où le PDG d'Elf explique qu'on nous accuse de piller le Congo. Non, ce que nous leur donnons comme argent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Elf, le PDG de Elf va même plus loin à l'époque. Il dit que dans tous les pays africains où Elf puise le pétrole, aujourd'hui Total, pour chaque baril de pétrole, le président de la République, à l'époque donc Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso chez nous, reçoit 2 euros dans un compte offshore. Donc, si le Congo produit chaque jour 400 000 barils, ça fait 800 000 euros. Et dans le même sens, puisque la capacité actuelle de la production du Congo, c'est 350 000 barils par jour du pétrole, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Congo ne peut pas manquer d'argent, c'est 6 millions d'habitants à peine. Nous avons rappelé d'entrée de jeu que le Congo vend aussi du bois, exploite des minerais. Le Congo a la mer, le port, en eau profonde, les terres arables. Et je vais vous proposer donc un extrait d'une vidéo, c'est Jean-François Probst qui parle de Denis Sassou Nguesso. En fait, il est parmi ceux qui ont ramené donc Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Ah oui, grand ami de Jacques Chirac. Non, nous l'avons ramené, on croyait qu'il allait arranger un certain nombre de choses, rebâtir le pays, mais là, ils sont vraiment déçus. Suivez. Il y avait ici à Paris Denis Sassou Nguesso en exil, que personne ne voyait, ni Chirac, ni Roussin, ni Dupuche, ni les gens qui s'occupaient d'Afrique, qui étaient un peu à la ramasse, comme on dit en français, en perdition dans son bel appartement de l'avenue Rapp. Et on a beaucoup parlé, on a travaillé, on a réfléchi. À l'époque, il avait plutôt le sentiment qu'il ne retournerait jamais, en tout cas pour diriger son pays, puisqu'il avait été battu après le forum de 92-93, et il était battu aux élections. Il était, au fond, assez malheureux de voir qu'après tant d'années passées au pouvoir, depuis l'assassinat de Marien Ngouabi, et lui-même chef de l'État jusqu'à 92-93, il était battu par le peuple, par des élections populaires. Ce qu'avait réclamé le président Mitterrand dans son discours de la Baule. Moi, j'ai espéré que quand il est reparti en début 97 d'ici, de Paris, je l'ai beaucoup aidé, avec beaucoup d'amis, nous avons contribué à son retour aux affaires. Moi, j'espérais surtout qu'il appliquerait un programme, des projets allant dans le sens d'une meilleure éducation, d'une meilleure santé, d'une réparation du CFCO, du chemin de fer Congo-Océan, d'une création d'une route qui irait de Pointe-Noire, la capitale économique, à Brazza, etc., etc.
Tout ça, malheureusement, après 2 guerres civiles d'août et de novembre 97, a contribué à l'arrivée de Sassou Mpila au pouvoir. Il s'était caché au PK-14 longtemps chez son ami qu'on surnomme le général Diap. Tassoua, vous voyez, je connais un peu la chanson. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Alors, Didier Bouidi-Volo, c'est comme vous étiez en train de dire tout à l'heure que le Congo ne peut pas manquer d'argent. Là, c'est Jean-François Probst qui le dit, donc l'auteur du livre Chirac, mon ami de 30 ans. Exactement. Quand il le dit, c'est qu'ils savent que le Congo a beaucoup d'argent, le Congo ne peut pas manquer d'argent. D'ailleurs, il le dit. Et là, de manière un peu beaucoup plus claire que, au lieu d'utiliser l'argent du pétrole pour le bonheur de la population, mais non, Sassou Nguesso utilise l'argent pour, voilà, satisfaire ses appétits, ses appétits égoïstes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-François Probst qui le dit. Quelqu'un qui connaît très bien Sassou Nguesso et qui est parmi ceux qui ont ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir par des armes. Moi, le travail que j'ai fait à l'époque, et je suis encore titulaire dans mon coffre, de la note qui a été remise à Denis Sassou Nguesso avant qu'il parte de Paris pour l'organisation d'un processus démocratique et des élections. Donc Brazzaville, le Congo-Brazzaville, pour nous, c'est pas seulement le pétrole et de la richesse, de la forêt que les Malaisiens, les Chinois ont envie d'exploiter. C'est pas seulement le CFCO que les Coréens ou les Chinois pourraient eux aussi exploiter. Donc ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. Monsieur Probst, c'est le fidèle parmi les fidèles. Monsieur Probst, c'est le fidèle parmi les fidèles de Jacques Chirac jusqu'à la fin du pouvoir de Jacques Chirac. J'ai souvent suivi ces vidéos autour de la situation du Congo. C'est pour cela que au CRC, nous rassurons les Congolais. Denis Sassou Nguesso peut partir aujourd'hui. Ça sera difficile dans les premiers temps, mais au bout d'une année, 2 ans, nous aurons réglé beaucoup de problèmes qui feraient que les Congolais vont bien vivre. Aujourd'hui, ce qu'on n'arrive pas à payer, c'est une volonté manifeste de nuire parce que le pouvoir déteste sa population. On n'a jamais vu un cas similaire dans l'histoire politique des États où un pouvoir déteste sa population au point de laisser sa population crever de tout, pas d'école, pas de santé, pas de nourriture, pas d'infrastructure. Et entre-temps, ce sont donc les individus, c'est-à-dire qui sont au pouvoir, qui ont l'argent. Vous parliez de cette prise de tête entre Doukaga et Arlette Nono-Soudan. Mais, monsieur Perrin, dans quel pays les comptes d'un ministère se retrouvent sur les comptes privés, personnels des ministres? C'est-à-dire que chez nous, chaque ministère devient une entreprise à la charge du ministre. Et les comptes sont sur ces comptes. Mais nous avons déjà proposé au niveau du CRC que si nous arrivons au pouvoir, 0 espèce pour tout ce qui est dépenses publiques. C'est-à-dire que vous occupez une fonction public, ministre, premier ministre, président de la République, vous n'aurez pas à votre disposition des espèces. C'est choquant et c'est criminel de voir que Denis Sassou Nguesso va faire ses danses dans son village et distribue de l'argent. Ça, après la chute de Sassou, peu importe celui qui viendra au pouvoir, il faut arrêter ça. Toute dépense doit être tracée. Ce qui fait que les comptes du ministère sont une chose, les comptes personnels sont autre chose. Dans l'exemple que vous citez, Arlette Nono-Soudan arrive au ministère du Tourisme, eh ben, elle obtient la signature en tant que ministre, ce qui est tout à fait normal. Mais ce n'est pas elle qui prépare les chèques, ce n'est pas elle qui gère. Elle a un service qu'on appelle une direction administrative et finances, ou un service administratif et finances. Mais là, ça donnait l'impression que finalement, c'est elle qui avait même la signature, puisqu'elle est partie même avec soi. Mais elle est censée signer des chèques qu'elle ne prépare pas. C'est son service comptable qui prépare. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ça la fonction publique, ou la haute fonction publique. Les responsables du service comptable des ministères
la loi les autorise, dès lors que la personne n'est plus ministre, de changer tout de suite les codes d'accès. Tout de suite. Et donc, chaque année, chaque service comptable d'un ministère, en tout cas le service administratif et finances, présente ce qu'on appelle son bilan financier, son compte administratif. Et c'est ça qui permet la traçabilité entre les ressources et les dépenses. Comment le ministère a fonctionné sur le plan finance. Et donc, dès lors que Mme Doukaga fait la passation de service avec Mme Arlette Nono Soudan, mais on peut le dire de tous les ministères, vous avez l'équipe de Nono Soudan et l'équipe de Doukaga. Dès lors que la passation de service a été réalisée, le service finance bloque l'accès à Mme Arlette Nono Soudan, ouvre l'accès à Mme Doukaga. Mais ça, ce n'est pas Moueni Ivolo qui vous le dit. Dans tous les pays du monde, ça fonctionne comme ça. Et donc, lorsque l'équipe de Doukaga arrive, premier exercice, l'audit financier. L'audit financier, c'est un mécanisme administratif. Ce n'est pas parce qu'on aime ou on n'aime pas quelqu'un. En management, la première loi, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ce n'est pas parce que je vous fais confiance que je ne dois pas vous contrôler. La première règle managériale aux États-Unis, en France, partout dans le monde, et c'est ce qui fait que même si nous, on l'ignore, en France, aux États-Unis, partout, quand Trump, quand il arrive, la première chose, il fait son audit. L'audit lui donne la réalité des faits et là, il dit, OK, avant d'arriver, c'est ce que je pensais. L'audit maintenant me dit que c'est ça, donc j'adapte. Et c'est ce qui fait que quand les gouvernements changent en cours d'année, le gouvernement qui prend ses fonctions, après l'audit, fait ce qu'on appelle la loi finance rectificative. Mais pourquoi? Parce qu'on découvre, on ne dit pas que ceux qui étaient là étaient des méchants ou des mauvais. Non, ils ont dû gérer aussi des circonstances dont on ne s'attendait pas. Donc, comment on peut expliquer que dans un pays comme le nôtre, les comptes des ministères sont au nom des ministres? C'est du gangstérisme. C'est du gangstérisme politique. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, ne croit pas à la crise dont parle d'ailleurs le gouvernement congolais, une crise financière, puisque pour Koliné Makosso, le Congo n'a plus les ressources financières pour faire face évidemment aux salaires, pensions, bourses, voilà, voiries urbaines, pourquoi pas d'eau potable, pas d'électricité. Il n'y a plus d'eau au Congo-Brazzaville, plus d'eau potable, j'allais dire. Et le CRC donc ne croit pas à cette crise, c'est une fausse crise. Ils ont en fait savamment organisé une fausse crise financière, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ce qu'on n'arrive pas à payer, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, c'est juste une volonté manifeste de nuire. Monsieur Perrin, je vais vous dire une chose. Oui. Monsieur Koliné Makosso, sauf à être un premier ministre médiocre, il vous brosse le tableau, le Congo n'a plus d'argent, le Congo n'a plus les moyens de faire face à ses dépenses. OK, mais il y a deux choses que Koliné Makosso oublie. C'est quoi la cause? Quelle est la cause causante non causée de cette situation-là? Cette situation ne tombe pas du ciel. Et puis, quelle solution? En réalité, Denis Sassou Nguesso, Koliné Makosso, le ministre Ngakosso, tous les membres du gouvernement, ils viennent, ils vous disent, voilà la situation. OK, mais qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là? Et qu'est-ce qu'on va faire pour en sortir? C'est ça aussi l'audit. Et l'audit vous permet de mettre en perspective la réalité des faits et donc vous propose des mesures correctives. Or là, de tout ce qu'on entend, à aucun moment, ni Denis Sassou Nguesso, ni son premier ministre Koliné Makosso, ni aucun ministre vous dit comment nous allons nous en sortir. Donc, ils vous disent qu'on n'a pas la solution. Mais qu'est-ce qui reste? Mais c'est la fameuse révolution du fleuve. Chassez-les du pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font là? Chassez-les carrément du pouvoir parce que finalement, ils ne sont pas clairs, ils montrent comme mais c'est ce qu'ils vous demandent eux-mêmes. En réalité, le discours de Sassou, la prise de parole de Koliné au Parlement et des ministres, ils sont en train de dire aux Congolais, mais qu'est-ce que vous attendez pour nous chasser du pouvoir?
En fait, si j'ai bien compris, ils tendent donc la verge à la population avec laquelle on peut les frapper, et c'est la population probablement qui ne comprend pas le message. Alors donc vous avez dit, on a déclaré qu'il y a la crise, et la crise ne se déclare pas, il faut l'expliquer, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut expliquer les causes. Où est donc passé l'argent du Congo Brazzaville? Voilà qui nous amène sur pratiquement le dernier volet, mais je crois que c'est l'avant-dernier, c'est la diplomatie congolaise qui souffre aujourd'hui. L'image du Congo est ternie. Sur 94, c'est ça, 94 diplomates rappelés entre 2022 et 2024, seuls 19 ont pu regagner le Congo-Brazzaville, a déclaré Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères, devant le Sénat, faute de moyens financiers. Le Congo n'a plus d'argent même pour rapatrier les familles de ces diplomates. Je vous propose donc de suivre un extrait, bien sûr, de la vidéo où Jean-Claude Gakoso s'adresse au Sénat congolais. Suivez. Je dois dire que les charges locatives, les loyers, représentent à elles seules près de 65% de ces crédits de fonctionnement. Chacun peut donc comprendre aisément pourquoi nos missions extérieures n'arrivent pas à faire face aujourd'hui à leurs loyers, qui sont des charges, comme chacun l'a compris, incompressibles. C'est le cas de nos missions diplomatiques à Addis Abeba, à Tokyo, à Pékin, à Yaoundé, à Luanda, et j'en passe. Je préfère vous épargner de ma litanie des lamentations. Vénérable Président, vénérable Sénateur, s'agissant des diplomates rappelés et des diplomates affectés, qui sont tous bloqués, pour les uns à l'étranger, pour les autres à l'intérieur du pays, je crois que vous avez vous-même deviné qu'ici également, la difficulté réside exclusivement dans les mêmes contraintes financières auxquelles fait face notre pays. À titre d'illustration, sur 94 diplomates rappelés parce que admis à faire valoir leur droit à la retraite ou arrivés en fin de mission entre 2022 et 2024, à peine 19 ont pu rentrer au pays avec leur famille. Les autres restent à ce jour bloqués par manque de ressources financières. Les caisses d'avance engagées pour les dépenses y afférentes ayant même été annulées faute de paiement. Cette situation concerne, moi je vois que le temps s'écoule, cette situation concerne également les sociétés chargées du rapatriement des effets personnels des diplomates rappelés. AGS Congo et STI, pour ne pas les nommer, des sociétés vis-à-vis desquelles l'État congolais est aujourd'hui redevable de sommes impayées totalisant la bagatelle de 1,787 milliard de francs CFA. Eu égard à cette situation qui dure depuis des années, eh bien la société AGS, à part l'entremise de son avocat conseil, le ministre Mabiala doit suivre, intenté une action en justice contre l'État congolais devant les tribunaux de grande instance de Brazzaville et de Paris. Merci, monsieur le ministre. J'avais encore des informations à mettre à votre disposition, mais malheureusement... On les distribue, ces Parfait. informations. Merci, monsieur le président. Voilà, Didier Woody Volo. Et dans cette vidéo, je ne sais pas si vous avez fait attention, on voit d'ailleurs Firmin Ayessa en train de rire, mais un rire moqueur, pendant que Jean-Claude Gakoso est en train de se plaindre. Ben voilà. Firmin Ayessa est ministre, hein, mais le Premier ministre aussi rigolait. Hein, vous voyez bien, même Colin Gakoso était... Il rigolait. Attendez, nous sommes arrivés là, c'est comme s'ils apprenaient, en fait ils découvraient eux aussi qu'il y a quelque chose qui ne marche plus là. Il s'agit de la vie des gens quand même. C'est une situation inadmissible. Dirait-on, comment comprendre ça? Alors, je voudrais d'abord revenir sur ce que vous avez dit, que le ministre Gakoso brosse un tableau lamentable, catastrophique de notre diplomatie, et vous avez des ministres dans la salle qui rigolent, et même le Premier ministre, ça l'amuse. Qu'est-ce qui amuse le Premier ministre? Vous voyez? Peut-être qu'il voulait lui faire signe pour dire, pas ça quand même, ne viens pas exposer ça ici. Mais ils n'ont pas eu la possibilité. Alors, donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas appris ce qu'on appelle la communication non verbale. Vous savez, même dans nos familles, on a tous eu cette communication non verbale. Quand on était enfant, on faisait quelque chose
il suffisait que papa, maman ou un oncle nous regarde. Le regard, on disait long. Mais là, en fait, on est comme avec des gamins dans une cour de récréation et puis on joue au théâtre, c'est le Mangobo. C'est Mangobo, version Congo-Brazzaville 2021. Et moi, plus que ce que M. Ngakoso disait, qui était déjà triste, on va en parler, mais c'est surtout les rires à ce niveau du Premier ministre. Moi, je me dis, mais dans quel pays nous sommes? Monsieur Perrin, on parle de la vie des gens qu'on a envoyés à l'étranger représenter le Congo, qui ont fait leur boulot, et c'est le pouvoir qui décide de les rapatrier, et le pouvoir décide de nommer d'autres. Mais par manque d'argent, ceux qui sont arrivés en fin de mission ne peuvent pas rentrer, et ceux qu'on a nommés ne peuvent pas voyager. Comment fonctionne la diplomatie congolaise en ce moment-là? Parce que ceux qui ne peuvent pas rentrer n'ont plus le droit, n'ont plus le pouvoir officiel de gérer notre diplomatie, et ceux qui doivent partir ne sont pas sur place pour gérer nos missions diplomatiques. Donc, c'est juste voilà la pagaille. Oui. Non, mais M. Perrin, voilà la pagaille. C'est comme si vous êtes dans un avion en plein vol. La société appelle le commandant de bord en disant « Vous êtes licencié, désormais, vous n'êtes plus aux commandes de l'avion, mais votre remplaçant ne pourra pas vous remplacer parce qu'il ne sait pas comment arriver dans le cockpit puisque vous êtes en altitude. » C'est exactement ça. La conclusion, c'est quoi? Organisé alors. La conclusion, c'est quoi? Et là aussi, M. Ngakoso est médiocre. Il ne nous dit pas qu'il a pris des mesures prolongeant les fonctions de ceux qui doivent rentrer pour que nos missions diplomatiques continuent de fonctionner et que ceux qui doivent rentrer, dès qu'on aura les moyens, on pourra les faire partir pour qu'ils prennent la relève. Alors, je comprends mieux, mais merci à M. Ngakoso. Franchement, je le remercie. M. Perrin, rappelez-vous, on en a discuté sur R7. Sassou est allé aux États-Unis rencontrer Trump, mais il ignorait même que Trump ne l'attendait pas. Mais c'est normal. Personne ne travaille. Les diplomates qui sont là-bas, ils doivent rentrer. Et donc, comme personne ne travaille, c'est n'importe qui imagine, et puis boum, on le met dans un avion et il est parti. Sassou est allé aussi à l'enterrement d'Elisabeth II. Personne ne l'attendait. Sassou a fait des voyages où personne ne l'attendait, mais il est arrivé sur place. Donc, M. Ngakoso vient de nous confirmer que nous n'avons pas les moyens d'une diplomatie. Donc, écoutez-moi bien, la réponse de Thierry Mungala à Kinyumbi Kiambungu, c'est un mensonge. Parce que Kinyumbi Kiambungu dit que Sassou est un voyageur, un touriste infatigable, il fait du tourisme. Et là, il a raison. Donc, lorsque Thierry Mungala vient nous dire qu'il voyage pour la diplomatie congolaise, c'est faux. Puisqu'on vient de nous dire que dans ces pays-là... La diplomatie est déstructurée, là, il n'y a plus rien qui... Mais le ministre des Affaires étrangères, qui mieux peut nous donner l'information? Le ministre des Affaires étrangères vient de nous dire que dans ces pays-là, nous n'avons plus de diplomates. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit quand même qu'on n'arrive plus à payer les loyers. On n'arrive plus à payer les loyers, même au Cameroun. Et même les services, c'est-à-dire des entreprises qui sont chargées de ramener ces familles. Les entreprises. Donc, le Congo n'arrive pas à acheter des billets pour que ces diplomates rentrent ou voyagent. Mais pourquoi Sassou ne les prend pas dans son avion au lieu de mettre les membres de sa famille? Pourtant, officiellement, ces diplomates peuvent voyager dans l'avion de Sassou au lieu de mettre les enfants d'Ali Bongo, et plutôt les enfants de Bongo et autres. Et puis mieux encore, comment le ministre des Affaires étrangères peut nous expliquer que le ministère des Affaires étrangères n'a pas 1,7 milliard pour gérer tout ça, et la fille de Dominique Okemba a pu donner 1,5 milliard à un copain. Et le fils de Ngolondele a fait un mariage qui a coûté 2 milliards. Et Sassou voyage dans des avions qui le louent à coût de milliards de francs CFA, avec un manteau qui coûte 65 milliards. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a des sous pour la distraction, pour le tourisme, pour les fêtes, et on n'a pas l'argent pour gérer notre diplomatie. Je conseille au ministre Ngakoso, et je suis quasiment sûr qu'il l'a lu, la Bible des diplomates. On a beaucoup de livres, on a toute une littérature diplomatique, mais il y a une Bible, c'est le manuel de protocole pratique. Quand vous lisez le manuel
le manuel écrit par Jean Serre. Mais ce manuel nous dit quoi? Ce manuel pratique de protocole nous apprend l'art de fonctionnement des ambassades. C'est-à-dire que quand on nomme un ambassadeur, quand on nomme un consul, quand on nomme le premier ou le deuxième conseiller, ils doivent avoir les cartes de visite et ils doivent avoir un budget de fonctionnement de sorte qu'il organise un repas où il invite tout le monde. C'est-à-dire qu'il invite ses homologues et c'est comme ça qu'il se présente à eux. Ça, ce sont les us et coutumes diplomatiques. Donc, nos ambassades ne peuvent même pas respecter les us et coutumes diplomatiques. Mais c'est triste, M. Perrin, et c'est très dangereux ce qu'ils viennent le théâtre entre Sassou qui dit qu'on a besoin de 3 milliards, mais on demande 9 milliards, et puis Collinet qui vient dire que nous, on n'a plus d'argent, et Gakoso qui vient nous faire ce cinéma, et ça fait rire les membres du gouvernement et le Premier ministre. Mais je n'ai qu'une chose à dire, il est plus que urgent que les Congolais se soulèvent et chassent ce pouvoir. Parce que au CRC, on croyait récupérer un pays désorganisé, mais en réalité, on va récupérer une poubelle. Vous allez récupérer une poubelle et donc vous dites que ce n'est pas l'argent. Celui qui viendra au pouvoir après Sassou, peu importe la personne, peu importe un homme, une femme, il va ramasser une poubelle, mais une déchetterie indescriptible. Oui, mais encore que ce dernier arrive pendant que le Congo existe encore, sinon le Congo peut disparaître comme ça. Un matin, on apprendra. En fait, le risque que les Congolais doivent comprendre aujourd'hui, au lieu d'être dans des discussions que je vois parfois sur les réseaux sociaux inutiles de nord-sud, mais le débat n'est même plus là. C'est un paradigme qu'il faut dépasser. Aujourd'hui, c'est maintenant, il faut sauver le soldat congolais, c'est-à-dire il faut sauver le Congo. Vous prenez au nord, il y a des dégâts incroyables. Vous prenez au sud, il y a des dégâts incroyables. Ce groupe est là pour voler, piller, piller. Comme disait Bernard Kolela, paix à son âme, c'est la République des chèvres. Ils se sont mis autour des finances de la République qu'ils sont en train de boucouter, qu'ils sont en train de brouter. Et aujourd'hui, nous avons encore l'exemple patent. Comment fonctionnent nos institutions? Eh bien, on apprend que nos institutions fonctionnent n'importe comment. Les ministres mettent les comptes de leur ministère à leur propre nom. Donc, ça veut dire quoi? L'argent quitte, je ne sais pas, les services comptables, fonctionne et revient encore au même point puisque c'est à son nom. Lorsque le compte est au nom du ministre, mais sur quel compte son salaire est viré et sur quel compte c'est le budget du fonctionnement du ministère. Dans le même sens qu'il faut aussi rappeler que ces ministres qui touchent leur salaire à la main, curieusement, des dizaines de millions de francs CFA, 25 millions pour le cas, par exemple, du Premier ministre, 30 millions pour le secrétaire, je crois, du Parti congolais du travail, et les autres ministres sont à 15 millions, 12 millions, 13 millions par là, mais ils touchent leur argent. Les députés, pareil, les sénateurs aussi, touchent leur salaire à la main. On comprend très bien comment fonctionne ce régime, mais quelqu'un disait sur ce même plateau que c'est un régime de prédation. En réalité, tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville est organisé, savamment organisé pour détruire le Congo, pour ruiner le Congo. C'est le moins qu'on peut dire aujourd'hui. Les preuves sont là. Mais les preuves sont fournies par le pouvoir lui-même. Les preuves sont données par le pouvoir. D'un côté, on essaie de vous justifier une crise qui n'existe pas, mais de l'autre, quand vous regardez leur train de vie, rappelez-vous que je disais sur R7 que lorsque les institutions financières internationales interviennent, ces institutions interviennent pour corriger, pour faire des réformes de l'appareil de l'État. C'est quand même curieux. Mais parce que le FMI sait que la nature même de la façon dont Sassou organise les institutions congolaises, y compris les institutions financières, c'est pour voler l'argent, c'est tout. Ce n'est pas pour investir, ce n'est pas pour construire, ce n'est pas pour développer. On peut prendre n'importe quel chapitre. C'est au CRC, nous étions les premiers à dire, mais attention, Collinet, Makoso vous vante les hôpitaux qu'on construit partout, mais pourquoi ils ne se soignent pas dedans? Pourquoi la moindre toux, on ne les voit même pas au CHU? Croyez aux hôpitaux congolais, le jour où vous verrez Collinet Makoso, Jean-Jacques Bouya, leurs femmes, leurs amis, leurs neveux, à l'intérieur en train de consulter les médecins.
Mais si vous ne les voyez pas, dès lors qu'il y a la moindre tout, ils voyagent, ça veut dire que c'est faux. Ils vivent dans ces quartiers où il y a la misère, mais parce qu'ils s'en fichent. Ils ont des avions du côté de Kinshasa qui les attendent. Il suffit de prendre les bateaux, ils traversent et puis ils partent. Donc, vous avez un pouvoir qui parle d'un pays imaginaire en faisant croire aux gens que tout va beau, tout va bien, alors même qu'au quotidien, on voit bien qu'ils sont là pour piller. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste une chose aux Congolais, c'est de réaliser, en tout cas, c'est encore une demande du CRC, le peuple doit reprendre les choses en main. Il n'y a que le feu de la révolution pour tout nettoyer, de sorte qu'on remet en place un nouveau pacte social, une constitution qui garantit à chaque Congolais une juste place selon ses capacités, selon ses moyens, selon son parcours scolaire. Mais tout ça, ce que vous voyez, ce désordre, au CRC, ça ne nous panique pas. Ça nous montre la gravité de la chose quand quelqu'un d'autre viendra, mais nous allons accompagner ce travail-là et nous savons ce qu'il faut faire. Il n'y aura plus des espèces pour toutes les dépenses de l'État. Et c'est le Trésor public qui va régler toutes les factures par virement, par carte bleue, par chèque. Il n'y aura aucun règlement en espèces. La poursuite ou les poursuites judiciaires pour tous ceux qui ont conduit le Congo à la ruine. Mais ça va de soi. Parce que les gens ont l'impression qu'ils peuvent partir avec les milliards qu'ils ont volés. Ben voilà, ceux qui viendront vont refaire le Congo. Non, il faut leur dire qu'ils seront poursuivis, quel que soit l'endroit où ils vont se retrouver. Ils viendront rendre compte aux Congolais. Et donc, vous disiez que la crise actuelle, la crise financière, est une fausse crise parce que ça ne s'explique pas, que l'État manque les moyens alors que les individus, les particuliers, vous avez même cité l'exemple de la fille, je crois, de Jidéo, c'est ça qui a donné 1,5 milliard à 100 cubains, s'il faut appeler ça comme ça. Nous savons également que Denis Sassou Nguesso a remis près d'1 milliard 190 millions à Nzubandama. On l'a attrapé d'ailleurs, c'était au niveau de la frontière Congo-Gabon. Oui, 2 milliards de francs. On peut citer des exemples comme ça, il y en a plein. Et puis on se connaît également le fils de Maxime Ngandion, tout le monde le connaît, le fils de Maxime Ngandion, son fils, je dis bien son fils, a un compte à la banque suisse crédité de plus de 1000 milliards de francs CFA, de l'argent du contribuable congolais. Mais bien sûr. Et ce compte, je crois, a été saisi par la banque suisse. Et toutes ces informations sont connues de tout le monde. Comment aujourd'hui on peut nous dire qu'on ne peut pas ramener les diplomates congolais chez eux parce qu'il manque de l'argent? Et tout à l'heure, vous l'avez dit, pourquoi est-ce que Denis Sassou Nguesso, ne prendrait pas ces diplomates dans son avion qu'il loue tous les jours à Dreamliner, et nous connaissons les tarifs de Dreamliner. Et là, je peux me permettre une chose, M. Perrin. Mais regardez, dites-moi, Claudia voyage par quelle compagnie aérienne? Christelle Denis Sassou Nguesso voyage par quelle compagnie? Nous, on a des diplomates qui ont travaillé pour le pays, qu'on laisse à l'étranger depuis 2 ans minimum, et Claudia a des avions pour aller faire des dons au Togo. Et ça, c'est sérieux? Voyage par des jets privés, c'est ça? Mais bien sûr. Donc, on peut, avec l'argent du contribuable, louer des jets privés pour que Claudia aille se promener chez Adebayor, et on n'a pas de sous pour prendre un jet privé pour rapatrier nos diplomates, donc les Congolais les gens qui ont servi le Congo. Mais pourquoi les gens continuent à servir Sassou Nguesso? C'est la question aussi que je peux me poser. Si c'est pour s'exposer comme ça et exposer sa famille, vous imaginez que ces gens-là ont travaillé pour le Congo et là, ils sont en souffrance. Donc, de quoi mangent-ils? De quoi se soignent-ils à l'étranger? Ceux qui sont au Congo, qu'on n'a pas pu envoyer, ils sont au Congo, ils sont encore dans leur famille. Mais ceux qui sont à l'étranger, il a été envoyé par le Congo. Il a fait sa mission, il doit rentrer. Et tout à coup, soudain, il ne peut plus. Donc, il se retrouve dans une situation d'irrégularité. Si M. Ngakoso n'arrive pas à payer les loyers de l'ambassade, qui paye les loyers de ces agents-là? Ils vivent de quoi? Ils se soignent. D'ailleurs, ça nous rappelle un peu les étudiants, ça nous rappelle les étudiants congolais qui sont abandonnés à l'étranger. Ce sont des irresponsables. Ce sont des irresponsables et on ne peut pas supporter ce comportement. Et de les voir ricaner, et là, je monte un cran. Ce n'est même plus rire, de les voir ricaner comme ça, comme des hyènes, alors qu'ils sont en train de sacrifier la vie des gens.
Mais c'est pas possible. Rien que pour ça, ils méritent tous des procès et être emprisonnés. Rien que pour ça. Ils ne peuvent pas rire comme ça, alors qu'on est en train de parler. Nous sommes en plein hiver. Ils ont cité des pays qui sont des pays tempérés, des pays froids. Est-ce qu'un seul instant, ils peuvent dire comment ces anciens diplomates sont en train de vivre? Puisque dès lors qu'ils ne sont plus en fonction, ils doivent rentrer. Donc, on leur a retiré leur immunité diplomatique. Or, un diplomate ne peut pas aller demander la soupe populaire. Un diplomate ne peut pas aller pleurer la faim chez une assistante sociale dans un organisme, je ne sais pas moi, qui aide les plus déshérités, puisque le diplomate est protégé par son immunité et par son pays. Donc, comment expliquer cette déconvenue-là au niveau de la diplomatie congolaise lorsqu'on sait qu'il y a d'ailleurs une dame, une Rwandaise, qui a été nommée aussi, donc qui renforce ce département puisqu'elle s'occupe de l'image ou des affaires extérieures du Congo-Brazzaville. Je cite ici Françoise Joly, vous la connaissez, et d'ailleurs le directeur de cabinet de Denis Sassou Nguesso vantait ses mérites, mais là on apprend finalement c'est la confiture dans ce domaine, dans ce département. Il vous a cité, lorsque Florent Tiba dit que cette femme fait du bon travail pour le Congo, mais qu'il nous dise de quoi il s'agit. Le bon travail, on est en crise là, plus rien ne marche. Mais non, mais vous savez, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. C'est pas dans des débats, voilà. Et je crois qu'il y a une tribu au Congo, il y a une ethnie au Congo qui dit quand le défi de grimper, c'est au pied de l'arbre. Au lieu de chanter, oui, je sais grimper, non, c'est au pied. Lorsqu'ils vous disent que cette femme-là a fait du bon travail pour le Congo, ça veut dire que c'est un travail qui est vérifiable, qui est mesurable, qui est quantifiable, qui est palpable, qu'on peut palper, qu'on peut toucher. Mais donc, il nous montre le travail qu'elle a fait. Lorsque on vante les mérites de Koliné Makosso, mais le mec lui-même vous dit, je n'ai pas les moyens, je ne peux rien faire. Mais vous avez toujours des fanatiques. Il y a même un jeune, le porte-parole de la jeunesse du Niari qui disait, mais c'est le meilleur premier ministre que le Congo n'a jamais eu. C'est vrai, si on est né en 1990. Non, mais si on dit c'est le premier ministre que le Congo n'ait jamais connu, il faut aujourd'hui dire c'est le premier ministre, évidemment, le seul que le Congo n'ait jamais connu, qui a conduit finalement le Congo à la ruine, à la catastrophe, parce que là, tout s'est arrêté, là. Et ça se passe. Je disais que ça dépend de l'âge, ça dépend de l'année de naissance de la personne qui le dit. Parce que pour cette personne, la vie au Congo a commencé avec Sassou Nguesso en 1997. Donc c'est normal. En comparant les premiers ministres que Sassou a eu depuis 1997, il pense qu'on n'avait jamais connu une crise comme celle d'aujourd'hui. Jamais du tout. Mais on n'est même plus en crise, monsieur Perrin. Ce n'est même plus la crise. En fait, les sociologues appellent ça une société anomique. C'est-à-dire que l'anomie, c'est une société où vous avez des règles, mais tout le monde s'en fiche des règles. On ne sait pas. Donc, il y a une absence totale de normes. Et vous savez, le premier qui le dit, c'est qui? C'est Denis Sassou Nguesso. Quand vous lisez le discours à la nation de Denis Sassou Nguesso, c'est une litanie de comportements anomiques. C'est-à-dire que on a besoin de 3 milliards, on demande 9 milliards. Or, demandez aux spécialistes, M. Perrin, quand vous avez besoin de 3 milliards et que vous demandez 9 milliards, si vous avez des compétents qui travaillent avec vous, ils se rendent compte tout de suite. Ils se rendent compte tout de suite. Lorsque Sassou dit qu'à chaque fois, les administrations multipliaient leurs besoins par 3, par 4, et que pendant des années, on n'a pas découvert ça, ça suppose qu'ils sont médiocres. Vous pouvez essayer avec n'importe qui. Qu'il nous donne l'exemple d'une ligne. Par exemple, quand on vous dit la bourse des étudiants, c'est 3 milliards. Mais les 3 milliards, est-ce que c'est pour payer la bourse? Ou dans les 3 milliards, vous avez aussi les moyens de fonctionnement. Quand on dit le budget de l'ambassade, comme disait M. Gakoso, il y a ce qu'on appelle les frais fixes. Les frais fixes, comme les loyers, comme l'électricité, on appelle ça les charges incompressibles. Les charges incompressibles. Voilà. Donc, or, qu'est-ce qui se passe? Comment la méthodologie, c'est laquelle? La plus simple. On prend toujours l'année précédente, N-1, l'année précédente, et on ajoute le taux d'inflation. Et on essaie d'estimer. Mais si en année -1, j'ai utilisé 1 million, mais
l'année suivante, je ne peux pas demander 3 millions. Je ne peux pas demander 4 millions. Donc, tout de suite, en regardant au plus près les lignes budgétaires, on se rend très vite compte qu'il y a des lignes, à un moment donné, on les a gonflées, on les a multipliées par 3. Bon, pour dire que depuis fort longtemps, on se serait déjà rendu compte de ce phénomène. Hein, bien sûr, moi je gère des budgets. Moi je gère des budgets. Chaque alors, année. Donc, Didier Winnie-Bolo, on va terminer parce que le temps, évidemment, nous tient aussi. Vous avez dit que finalement, c'est une fausse crise, savamment orchestrée par le PCT, par le régime Sassou Nguesso, et plus rien à faire avec ce régime, si ce n'est une révolution du fleuve. Vous avez dit tout à l'heure, les Congolais doivent prendre leurs responsabilités. Évidemment, vous dites qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de crise, c'est pas l'argent qui manque, parce que la preuve, ils viennent de nommer d'ailleurs comment ils appellent ça? Les commissaires politiques. Les commissaires politiques, c'est curieux quand même. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais dans le même temps, on crée des nouveaux départements qui vont exiger donc évidemment un budget de fonctionnement et on nomme encore des commissaires politiques et tout ça c'est de l'argent, ça nécessite de l'argent, ça nécessite des budgets. Et donc là, on ne comprend pas. Il y a un paradoxe tout de même. Et qui prouve évidemment, comme vous étiez en train de le dire, ce régime est un régime un peu difficile à comprendre. Il faut faire dire ça comme ça, parce qu'après, comment expliquer ça? Et puis les commissaires politiques, c'est un peu le moment. Oui, on fait 40 ans, on recule, on remonte le temps de 40 ans, on revient 40 ans en arrière. Même, je ne sais plus, même en Russie ou en Chine, on a encore des commissaires politiques, je n'en sais rien. Mais c'est quoi le message envoyé, le message qu'on peut comprendre par là? Que c'est fini la démocratie, donc même si c'était, il faut même plus parler de tout ça, on repart 40 ans en arrière, c'est ça. Évidemment, le message que le PCT renvoie, c'est que le PCT est un parti aveugle, sourd, surtout aveugle et sourd, parce que le PCT ne voit pas la situation du Congo, en tout cas la situation de la population congolaise, et le PCT n'entend pas les lamentations des populations. Mais quand je dis les populations, je prends tout le monde, la jeunesse principalement, mais les retraités. Hein, quand vous regardez la situation de retraités, mais aussi ceux qui travaillent, qui cumulent 60 mois, 70 mois sans salaire. Quand que vous le dites, par moment, je suis bien obligé de vous couper comme ça pour illustrer évidemment certains propos. On va proposer à nos téléspectateurs un reportage sur les retraités de la mairie qui réclament 11 ans. Curieux, non? 11 ans de pension non payée. Ça se passe au Congo-Brazzaville. Nous sommes déjà les morts. On ne peut pas mourir 2 fois. La colère monte d'un cran ici à la place de la Liberté ce 16 avril. Ces retraités de la commune de Brazzaville qui cumulent pour certains 11 ans et d'autres 9 ans sans pension expriment leur ras-le-bol. Ces retraités pointent du doigt la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale CNCS qui refuse de retirer leur dossier de l'administration municipale pour traitement alors que le gouvernement a déjà versé 35 milliards 914 millions 34 069 francs CFA. Trop c'est trop, nous sommes prêts à rencontrer le Premier ministre. Pourquoi? Aujourd'hui, tout ce monde que vous voyez là, les papas là, nous sommes devenus comme les fous dans un pays où nous sommes les Congolais. On ne peut pas accepter que 10 ans, la mairie n'a pas pu verser. L'État a pris une bonne part pour dire je prends l'engagement. Pour les 3 milliards qui restent, aujourd'hui rien n'est fait. Qu'on nous donne ce qui est pour nous avant la mort. Ces retraités, déjà fragilisés par le poids de l'âge, peinent à colmater les brèches pour leur survie et estiment avoir épuisé toutes les voies de recours sans suite favorable. Voilà, 11 ans. 11 ans. Ah oui, j'étais loin d'imaginer ça. Mais vous savez, là aussi, quand vous entendez ces retraités parler, en fait, M. Perrin, on a du mal à savoir au Congo, en fait, quelle administration fait quoi? Ou qu'est-ce qui fonctionne au Congo finalement? C'est la question que j'aime à poser. Mais déjà, pour que les choses fonctionnent, il faut déjà que la mission de chaque entité soit clairement définie par la loi et qu'il y ait des instances de contrôle qui vérifient si cette mission est bien réalisée. Or, chez nous, en fait, il y a une telle pagaille, sans revenir là-dessus, Koliné Makosso est Premier ministre. Alors, il faut regarder dans la Constitution
quel est l'ordre protocolaire au niveau de l'État entre le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée, le Premier ministre. Et vous avez dans la vie politique les partis politiques. Lorsque quelqu'un est déjà nommé Premier ministre, comment peut-il encore être nommé par un chef de parti? À quelle fonction? Parce qu'il est le Premier ministre de tous les Congolais. Mais Pierre Moussa, patron du PCT, nomme Koliné Makosso, Premier ministre, commissaire politique. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dessus? Dedans. Qu'est-ce qu'on comprend là-dedans? Au PCT, là c'est catastrophique. Alors, on sait même plus où au PCT, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut nommer commissaire politique. Et là, c'est le crash, carrément. Le crash. Alors là, Donc, il est Premier ministre. Il est supérieur dans l'ordre protocolaire étatique. Ce qui fait que M. Pierre Moussa n'a aucune mission à lui confier. S'il y a une mission au Congo, une seule personne peut confier la mission à Koliné Makosso. C'est Denis Sassou Nguesso. Et peu importe le type de mission. Tout comme Pierre Moussa n'a pas de mission à confier à M. Ondongo, qui est commissaire politique, je ne sais plus, dans la Bouenza, et Jean-Jacques Bouya, commissaire politique dans le Niari. Ils sont ministres de leur État. Il n'y a que Koliné. Vous êtes en train de me dire qu'on a là affaire à des aventuriers. Ah, bien, vous avez tout trouvé. Non, mais invitez-les, qu'ils viennent vous expliquer. Quelle est la mission que Pierre Moussa peut confier à Koliné Makosso, à Jean-Jacques Bouya et à Ondongo? Quelle mission? Donnez-moi la mission. Qu'ils ne prendraient pas chez Sassou leur président et que les ministres ne prendraient pas chez le Premier ministre. Mais c'est quoi cette pagaille? C'est quoi cette pagaille? En tout cas, merci Didier Mouini-Volo. Le temps est arrivé à la fin. Grand merci d'avoir été avec nous. Et j'espère que les Congolais vous ont suivi et que certaines choses pourront rentrer dans l'ordre, dans le cas où vous êtes, s'ils peuvent, s'ils ont une moindre, comme qui dirait, humanisme, bien entendu. Mais là, on se rend compte, et comme je l'ai dit, j'ai l'impression que tout ce qu'ils font, il y a quelqu'un qui nous le disait, hein, finalement, ils ont opté pour une stratégie d'énerver les Congolais tous les jours, parce que toutes les communications qu'ils font, désormais, c'est pour énerver les Congolais. Bien sûr. Cacher quelque chose. Est-ce que c'est une façon de vouloir pousser les Congolais dans la rue? Mais bref, l'avenir nous le dira. Grand merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste en relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Merci, mais vraiment merci d'avoir été disponible. Mesdames, Messieurs, grand merci. Merci à vous aussi. Je vous en prie, nous sommes à la fin donc de cette émission. Vous connaissez désormais les gestes et de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez massivement cette interview. N'oubliez pas de cliquer aussi sur le bouton super merci. Cela va nous aider et nous avons besoin de votre soutien. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés tout à l'heure avec Didier Mouini-Volo. Merci. Merci.